Voici un tableau réalisé par France Invest qui donne les performances de chacun des différents types d'investissements en moyenne qu'on peut trouver sur le marché français. Et ce tableau donne au capital investissement, au private equity, une performance annuelle moyenne à 14,2% par an, ce qui est absolument énorme. En comparaison, le CAC 40 dividendes réinvestis génère seulement 10% par an, et cela sur une période entre 2012 et 2022, où le CAC a plutôt très bien performé, mais malgré ça, le private equity fait largement mieux. Alors 4% de différence, ça peut paraître pas tant que ça, et c'est vrai que sur un an, ça fait pas une grande différence. Mais là, on parle de performance moyenne sur 10 ans. Et sur le long terme, une différence de 4%. Quand on prend en compte les intérêts composés, ça peut faire une très grande différence. Typiquement, si on garde des performances comme ça, si vous investissez 10 000 euros sur une période de 20 ans avec 14% de performance annuelle, vous allez vous retrouver avec plus de 120 000 euros au bout de 20 ans avec un investissement initial de 10 000, ce qui est quand même une performance exceptionnelle. Et même si là, le tableau qu'on a vu est plutôt un très bon résultat et d'habitude, on est un petit peu en dessous au niveau du private equity, vous constaterez que quasi systématiquement, le private equity est la classe d'actifs qui performe le mieux, assez largement devant l'immobilier, les actions et tout le reste. Et on est très régulièrement, quasiment dans tous les pays du monde, et cela depuis 30 ans, au-dessus de 10% par an de performance moyenne au niveau du private equity. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis très heureux de faire une vidéo sur cette classe d'investissement. Dans cette vidéo, on va d'abord expliquer ce que c'est que le private equity, dans quoi est-ce qu'on investit, comment est-ce que ça marche, qui peut investir. Et ensuite, on aura Olivier de Panafieux, qui est directeur général d'une très belle boîte de private equity, à savoir Audacia, qui répondra à des questions un peu plus techniques sur le risque, les performances, comment est-ce que se comporte le private equity en période de crise économique, et toutes les questions qui nécessitent une vraie expérience pour pouvoir y répondre avec pertinence. Le private equity, capital investissement en français, c'est de l'investissement des entreprises qui ne sont pas cotées en bourse, qui sont dites privées, et sur lesquelles on va venir prendre des parts du capital, des actions, un certain pourcentage de la boîte. C'est pas de l'investissement en dette. On va pas financer une entreprise via de la dette. On va donner de l'argent à une entreprise pour lui acheter une part de son capital, de ses actions. C'est pour ça qu'on dit private equity en anglais. Private comme des entreprises qui ne sont pas cotées en bourse, qui sont des entreprises dites privées. Et equity, ça veut dire capital. On investit bien dans du capital de l'entreprise, dans des actions qui ensuite pourront être revendues pour potentiellement beaucoup plus cher un jour. Alors quels sont les avantages du private equity par rapport à un investissement classique? Comment est-ce qu'ils font pour surperformer assez largement le CAC 40 sur une période de temps similaire? Il va y avoir deux gros avantages que vont avoir les entreprises de capital investissement par rapport au CAC 40. Tout d'abord, c'est souvent des entreprises qui sont pas cotées en bourse et donc qui sont souvent plus petites ou plus jeunes et qui vont avoir un potentiel de croissance qui peut être parfois très bon. Ce sont des entreprises qui peuvent faire x10, x20, x30 parfois au niveau de leur valorisation sur les entreprises les plus dynamiques avec des valorisations qui sont pas non plus si fortes que ça. Alors ça va être souvent assez fort, mais il va y avoir ce qu'on appelle une prime d'illiquidité qui va permettre d'avoir des valorisations qui vont être parfois un peu plus modeste que sur le marché. Évidemment, le risque par entreprise est beaucoup plus élevé, mais on va compenser ça avec de la diversification qui va être indispensable sur tous les produits de private equity et qui va être assez forte. Mais donc, on va avoir souvent en portefeuille quelques entreprises qui vont avoir des performances exceptionnelles qui vont booster assez largement la performance générale du produit. Et l'autre avantage qu'a le private equity sur les actions classiques, c'est qu'on va financer directement les entreprises sur lesquelles on investit avec du capital via des augmentations de capital. Quand vous achetez des actions en bourse, vous allez donner votre argent sur un marché secondaire et vous allez donc payer un investisseur qui possédait une action pour lui acheter et vous allez prendre la possession de l'action, mais 100% de l'argent que vous allez investir va aller à d'autres investisseurs qui vont vous vendre les actions sur ce marché secondaire. Vous n'allez quasiment jamais financer directement l'entreprise cotée en bourse. Quand vous achetez une action Apple, vous ne financez pas Apple, vous rachetez à un autre particulier une action Apple qu'ils détenaient préalablement. On entend souvent des gens dire qu'ils n'ont pas envie d'investir dans Total parce que Total, ça pollue, etc. Mais en fait, quand vous achetez une action Total, vous n'allez pas financer Total. Vous allez simplement recevoir des dividendes de Total et financer un ancien actionnaire de Total qui, lui, va vous vendre sa part au prix à laquelle le marché va définir. Et vous n'allez quasiment jamais donner de l'argent directement à Total. Vous financeriez directement Total si on était dans le cas d'une introduction en bourse ou d'une émission de nouvelles actions, mais c'est des cas qui sont extrêmement rares et qui n'arrivent quasiment jamais pour les très grosses entreprises du CAC 40. À l'inverse, dans le cas du private equity, on va souvent faire ce qu'on appelle des augmentations de capital. C'est-à-dire que pour une entreprise X avec 1 million d'actions, en fait, l'entreprise va créer 500 000 actions supplémentaires nouvelles, par exemple, qu'ils vont vendre aux investisseurs contre par exemple 1 million d'euros, et les 1 million d'euros de l'investisseur vont aller directement dans les caisses de l'entreprise. Ça va plus rarement être vendu sur un marché secondaire. La plupart du temps, c'est un fonds d'investissement qui investit directement dans une entreprise et dont l'argent va directement dans les caisses de l'entreprise. Et c'est un investissement qui ne sera jamais remboursé par l'entreprise. Elle vend des actions contre une contribution, mais l'entreprise ne va jamais devoir rembourser l'investissement initial. Elle sera simplement détenue à, par exemple, 30% par l'investisseur, et donc elle devra lui verser des dividendes si jamais elle génère beaucoup de bénéfices un jour, mais elle ne devra jamais lui rembourser le capital qu'il a investi pour
prendre possession d'une partie du capital. Ce qui se passe au niveau des investisseurs préexistants, ceux qui étaient là avant l'augmentation de capital, c'est qu'en fait, s'ils avaient par exemple 500 000 actions chacun, ils vont être dilués. Si on crée 500 000 actions supplémentaires, ils vont passer d'une détention de 50% du capital chacun à une détention de 30% du capital chacun. Donc, ils vont voir leur participation se diluer. Cependant, puisque le nouvel investisseur apporte 1 million d'euros supplémentaires, en fait, la valeur de ce qu'il possède va rester stable parce qu'ils vont contrôler une plus petite partie de l'entreprise, mais l'entreprise aura 1 million de cash supplémentaire, donc elle vaudra 1 million d'euros de plus. Et donc, en fait, l'un dans l'autre, l'augmentation de la valorisation par rapport à la diminution de la part qu'ils possèdent, ça va s'équilibrer. Et donc, ils ne vont pas perdre d'argent, ils vont simplement perdre du contrôle de l'entreprise. En plus de l'augmentation de capital qui va donner du cash à l'entreprise, un autre des points qui avantage le private equity, c'est qu'ils vont pouvoir accompagner directement des entreprises dans lesquelles ils investissent. Puisque souvent, ce sont des entreprises qui sont plus jeunes, plus expérimentés et en phase de développement. Les fonds de private equity qui vont souvent avoir des experts parfois très qualifiés dans leur domaine vont pouvoir apporter des compétences, du réseau, de la structuration ou un peu de prestige aux entreprises dans lesquelles ils investissent. Et ils vont donc pouvoir avoir un impact direct sur la valorisation de l'entreprise et sur son avenir. Tous ces éléments cumulés, le fait de pouvoir influer directement sur les destins de l'entreprise, le fait de lui apporter du cash directement, qu'elle va pouvoir investir dans de la recherche et développement, dans des nouveaux produits, dans de l'expansion, en plus de compétences et de réseaux. Et puis le fait également d'investir sur des boîtes qui sont un peu plus petites et qui ont un potentiel de croissance plus fort, en plus de la prime d'illiquidité. Tous ces éléments vont faire que, de manière un peu structurelle, le private equity va avoir une rentabilité qui va être plus forte que le marché action classique, où les entreprises, en fait, vous ne leur apportez rien. Vous rachetez simplement des titres de propriété sur des entreprises qui sont effectivement extrêmement solides, mais qui ont souvent un peu moins de potentiel de croissance et sur lesquelles vous n'allez avoir aucun impact particulier, ce qui fait que votre performance va souvent suivre le marché assez linéairement, avec un impact du gérant, comme on l'a déjà vu, qui va être relativement limité. En ce qui concerne l'investissement pour un particulier dans une entreprise de private equity, comment est-ce que ça marche? Bon, alors, je vais sûrement décevoir beaucoup de monde, mais c'est un investissement qui, malheureusement, est un petit peu réservé aux riches aujourd'hui. Qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, les fonds professionnels de private equity, par lesquels vous êtes un peu obligé de passer, je pense, si vous voulez investir de manière raisonnable, parce que certes, vous pouvez investir directement dans des boîtes non cotées parfois via des systèmes, mais il faut forcément en private equity une grosse diversification. Sinon, le risque individuel par entreprise est beaucoup trop élevé et vous allez avoir des performances qui vont être trop variables. Il faut investir sur un portefeuille d'entreprises obligatoirement qui va compter 30, 40, 50, 100 entreprises différentes. Et en plus, certes, vous allez payer un peu de frais via le fonds, mais le fonds va également apporter de la valeur à l'entreprise, ce qui est très précieux. Parfois, sur les très bons fonds d'investissement private equity, ils vont apporter une expertise, un prestige et un réseau à l'entreprise qui va faire que directement, juste après l'investissement de tel ou tel fonds, la valeur de la boîte va quasiment directement monter parce que le simple fait que tel fonds très prestigieux ait investi dans l'entreprise va lui donner de la valeur en plus. Donc, passer par un fonds professionnel et un fonds de préférence de très bonne qualité, c'est quelque chose qui va être très largement recommandé pour investir en private equity. Seulement, et c'est là où malheureusement, enfin pour moi c'est un peu problématique, l'investissement dans ces fonds-là est réservé à des investisseurs dits confirmés. Et pour être un investisseur dit confirmé, il faut pouvoir investir plus de 100 000 euros cash dans un fonds de private equity minimum. Alors, je comprends bien l'idée de vouloir réguler ce genre de marché parce que, effectivement, c'est des investissements qui sont particuliers, on va le voir. Mais honnêtement, je trouve ça un peu aberrant quand on voit toutes les merdes de placements qu'on voit partout affichées sur les réseaux sociaux et sur lesquels, justement, les personnes les plus précaires souvent vont investir. Le fait de strictement limiter cet investissement-là particulier qui est justement la classe d'actifs la plus rentable depuis 20 ans, quasiment toutes catégories confondues et qui en plus est souvent géré par des fonds qui sont très bons, le fait de restreindre à 100 000 euros, ce qui est vraiment très élevé, 100 000 euros d'épargne. En plus, vous n'allez pas vouloir investir tout dans le private equity, donc il faut avoir des centaines de milliers d'euros d'épargne cash à investir pour aller sur du private equity aujourd'hui. Et je trouve ça aberrant, le fait que les NFT, tous les trucs soient absolument dérégulés, que n'importe qui puisse investir dessus, mais que cette classe d'actifs-là précisément soit réservée à des gens qui ont plus de 100 000 euros à mettre. À titre personnel, je trouve ça aberrant, puisque ça a pour principale conséquence d'empêcher des jeunes actifs d'investir là-dedans, là où ça pourrait être très intéressant. Et à l'inverse, voilà, tous les gens qui de manière générale investissent en private equity sont quasiment que des gens qui ont des millions d'euros à investir. C'est la grosse majorité des gens qui investissent là-dedans. Tous les milliardaires ont des fonds de private equity, mais c'est des fonds qui sont très peu accessibles pour les gens normaux. Et je pense que c'est un problème parce que c'est une classe d'actifs qui est hyper intéressante et qui devrait plutôt être encouragée ou en tout cas ça devrait pas être à ce point-là interdite. Enfin bref. Alors il commence cependant à y avoir d'autres solutions pour investir en private equity à partir de montants plus réduits, par exemple 25 000 euros. Espérons que le private equity se démocratise à l'avenir pour que ça soit une vraie solution accessible à un peu plus de personnes. Et au niveau donc de l'investissement en private equity en lui-même, en fait vous allez investir sur un cycle de 10 ans plus ou moins, dans lequel il va y avoir 5 ans de collecte, donc 5 ans où le fonds va prendre de l'argent de ses clients
pour l'investir dans des boîtes qu'il va sélectionner pendant cette période de 5 ans. Et ensuite, il va y avoir une période de revente des participations de 5 ans également plus ou moins. Et pour la revente des parts, ce qui va se passer, c'est soit un autre fonds de private equity qui s'occupe d'entreprises plus grosses ou moins grosses va racheter les parts, soit il peut y avoir une grosse entreprise qui va racheter l'entreprise dans laquelle le fonds a investi en totalité, et dans ce cas-là, il va devoir payer les actionnaires au montant auquel il rachète l'entreprise, ou cas un peu plus rare, il peut y avoir une introduction en bourse de l'entreprise qui va se solder donc par une vente des parts du fonds pour faire l'introduction en bourse. Et ça, c'est plutôt dans les cas où l'entreprise va très bien se porter et tellement bien se porter que ça sera intéressant d'introduire en bourse. Et là, c'est plutôt la situation un peu optimale, ce qui est une situation qui reste plutôt assez rare. Mais donc, comme vous l'avez compris, ce placement est assez illiquide. Vous allez devoir immobiliser de l'argent pour au moins 5 ans, parfois jusqu'à 10 ans. Donc forcément, il faut avoir 100 000 euros à investir et que vous n'allez pouvoir théoriquement pas trop retirer ou revendre pour une période de 5 voire 10 ans. Donc évidemment, c'est pour ça que c'est pas pour tout le monde parce qu'il faut pouvoir investir de grosses sommes pour assez longtemps, d'où les rendements assez élevés qui en découlent, mais évidemment ça peut rendre l'investissement un peu plus compliqué. Théoriquement, parfois vous pouvez revendre vos parts sur des marchés secondaires. Entre particuliers, vous allez pouvoir revendre les parts que vous avez dans un fonds de private equity parfois, mais c'est une solution un peu particulière et il faut plutôt considérer que c'est pas possible. Parfois c'est possible, mais de manière générale, partez plutôt du principe que, en tout cas, c'est pas trop ce qu'il faut faire et partez du principe que c'est pas forcément trop possible. Alors, en ce qui concerne les performances, les risques ou encore le comportement du private equity pendant les crises économiques, toutes ces questions auxquelles j'aurais eu du mal à répondre par manque d'expérience, j'ai eu la chance d'interviewer pour y répondre Olivier de Panafieux, qui est directeur général d'une entreprise qui s'appelle Audacia, qui a investi plus de 700 millions d'euros dans des entreprises de petite et moyenne taille en France et en Europe et plus de 100 millions d'euros d'entreprises de très haute technologie à fort potentiel de croissance. Et c'est donc une personne qui est tout à fait qualifiée pour répondre à ce type de questions. Alors à la base, j'avais fait un interview complet de lui, mais j'ai décidé plutôt de sélectionner quelques extraits que je trouvais très pertinents dans cette vidéo et de pas vous mettre tout l'interview parce que je pense que ça donnait un format un peu plus dynamique. Alors dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et je vous laisse avec les questions pour Olivier. Olivier, sur internet, on parle souvent de fonds de private equity assez early stage, assez seed, dans lesquels ils vont investir sur des boîtes qui sont toutes petites, des montants relativement faibles et sur lesquels ils vont avoir des taux de réussite à 10%. C'est-à-dire que 90% des boîtes vont rapporter plus ou moins rien et 10% des entreprises vont faire x10, x20, x100. Et c'est ça qui va donner la rentabilité du fonds. Est-ce que votre fonds de private equity est comme ça? Est-ce que tous les fonds de private equity sont comme ça? Et quel pourcentage d'entreprises vous rapportent vraiment de l'argent chez vous? Attention, tous les fonds de private equity ne sont pas comme ça. Là, ce que vous décrivez, ce sont les fonds de venture, de capital risque. En effet, dans le domaine du capital risque, du venture, on observe qu'il y a une table avec une minorité de sociétés qui ont des performances exceptionnelles, une plus grosse minorité de sociétés qui ont des performances correctes, une très grosse majorité de sociétés qui ont des performances très moyennes, et puis la moitié de sociétés qui ont des performances catastrophiques. Le mix de tout ça fait à la fin de belles performances. Mais en effet, il s'agit d'aller investir sur un nombre important de sociétés pour avoir des chances d'attraper quelques-unes des pépites qui feront la performance du fonds. Donc, je ne sais pas si c'est 90%, ça me semble un peu caricatural. Il y a une sorte de continuum plutôt entre des très très beaux succès et des difficultés qui éventuellement se revendent à d'autres, hein, et puis des succès moyens. Donc c'est pas blanc ou noir totalement, mais en effet c'est un phénomène très particulier au venture. Et est-ce que du coup la variance des performances entre les fonds, c'est-à-dire les différences de performance entre différents fonds de private equity, de par la singularité de l'investissement, le fait que vous allez investir sur quelques entreprises assez précises et qu'il n'y a pas vraiment de benchmark, tout le monde investit sur des entreprises qui peuvent être assez différentes, est-ce que les variances entre deux fonds de private equity vont être très fortes ou est-ce que tous les fonds de private equity vont générer dans le même cycle économique à peu près les mêmes performances? Non, il y a des différences de performance d'un fonds à l'autre, bien sûr. Et vous avez certains fonds qui finissent par avoir du mal à relever de l'argent parce que leurs performances ont été insuffisantes et décevantes pour leurs clients. Et d'autres, au contraire, qui relèvent très facilement parce que les clients se jettent avec appétit sur le fonds successeur parce qu'ils ont été très satisfaits de ce qui leur a été présenté pendant les 5 années qui précèdent, par exemple. Donc, il y a des différences relativement importantes. Et par exemple, est-ce que vous allez avoir des fonds qui vont faire par exemple 25% de performance et d'autres fonds qui vont faire 0 ou c'est trop, ça vous paraît trop élevé comme différence? Non, ça me paraît tout à fait possible, en effet. Vous avez bien cette différence-là. Ouais. Est-ce que par hasard ça arrive sur des fonds notamment assez early stage que sur les 15 boîtes sur lesquelles les fonds peuvent être investis, aucune ne donne vraiment de résultats et que donc l'argent soit complètement perdu? Et de manière plus générale, quel est le risque associé à l'investissement en private equity? Alors, quand vous investissez en private equity, vous devez être un investisseur averti et être conscient qu'il y a potentiellement un risque de perte qui est présent en face de l'espoir de gain qui est très important. C'est normal. Ce serait impossible d'avoir un rendement élevé sans risque. C'est juste impossible.
Donc la perte totale me semble peu crédible, objectivement. Les statistiques existent, je ne les ai plus exactement en tête, mais enfin bon, les cas tout à fait catastrophiques sont des cas où les gens ont perdu la moitié de la mise, par exemple. La perte totale me semble tout de même très excessive. Et un succès fantastique serait de faire 4, 5, 6 fois. C'est fantastique ça, c'est fantastique. Et ce qui est plus habituel, c'est d'aller faire 2 fois, 2,2 fois par exemple. Et au niveau de la réaction des fonds de private equity pendant des périodes de crise économique ou de fort ralentissement, quel est l'historique des fonds de private equity pendant ces périodes? On a un assez bon historique des fonds qui, par exemple, dans le domaine de l'achat avec effet levier, le LBO, ont acheté à des périodes d'euphorie, comme par exemple en 2007, juste avant la crise de Lehman Brothers, ont acheté très cher et ont eu du mal à faire des performances par la suite puisqu'ils revendaient dans une période plus dépréciée. Ça, on l'a bien en tête. Et à contrario, on a aussi en tête l'avantage de tous les fonds qui ont acheté en bas de cycle au début de la décennie suivante et qui ont revendu très en haut de cycle à la fin de la décennie, avant le Covid, par exemple. Donc, en effet, il y a un effet de cyclicité qui s'impose, ça c'est indéniable. Et globalement, par exemple, en comparaison avec la bourse, est-ce que une crise économique ou une crise financière va avoir le même impact ou vous considérez que c'est plutôt plus faible ou plutôt plus élevé? C'est plutôt plus faible parce que une des forces du non-coté, c'est qu'il s'abstient de revendre ses participations dans les périodes de vache maigre où la bourse a fortement baissé et où les participations ont perdu leur valeur, éventuellement. En tout cas, elles ont moins augmenté que ce qu'on attendait. Donc, souvent, ça se traduit plutôt par un ralentissement du rythme de retour que par une perte. Donc, et l'un dans l'autre, comme le fonds a ce luxe, comme je le disais tout à l'heure, d'avoir d'abord une période d'investissement qui lui permet d'investir à différents moments du cycle, en tout cas sur un demi-cycle de 5 ans, et une période de désinvestissement qui elle-même se situe à peu près sur une durée identique, et ça lui permet de choisir les meilleurs moments de session. Donc l'un dans l'autre, à la question, la réponse, c'est plutôt plus stable. Olivier, un des gros avantages du private equity, c'est que vous pouvez être plus au cœur des entreprises, vous allez les analyser très profondément, parler avec les dirigeants, etc. Est-ce que vous avez une belle histoire d'investissement à nous raconter liée à ce que vous avez fait par le passé? Les histoires sont nombreuses, heureusement. Je pense qu'à l'époque des PME, on a pu investir, par exemple, dans le domaine des crèches privées. Vous savez, les crèches privées ont été inventées à peu près à l'époque où Audacia se créait. Et à l'époque, elles étaient essentiellement publiques. Personne ne voulait financer les crèches privées. Vous savez, la plus connue, c'est Babylou, mais il y en a aussi d'autres connues, telles que les petits chaperons rouges, les petites canailles, etc. Et nous avons été parmi les premiers à financer les crèches privées, alors qu'elles étaient toutes petites et qu'elles valaient très peu d'argent. En revanche, il fallait mettre beaucoup d'argent sur la table pour pouvoir construire le bâtiment, pour accueillir au mieux les enfants. Et ensuite, elles ont toutes été des immenses succès. Aujourd'hui, toutes ces marques sont extrêmement connues et donc c'est une très très belle histoire pour nous. Je pourrais aussi citer le cas d'une marque française de fast-food, Big Fernand, qui à l'époque était très peu connue. Pareil. Systématiquement, c'est pareil. Quand on investit auprès des entrepreneurs, quand ils créent leur société, c'est un moment où il faut croire dans l'histoire qui les anime. Et aujourd'hui, ça paraît une évidence a posteriori, mais tout de même, ce sont des très belles histoires de développement d'entreprise auxquelles on a assisté. En ce qui concerne l'accompagnement que peuvent offrir les fonds de private equity à des entreprises, est-ce que vous avez des exemples de services que vous pouvez rendre à des entrepreneurs pour justement les aider à développer leur boîte, ou est-ce que c'est pas quelque chose que vous faites trop, vous restez dans une logique plus d'investissement chez Audacia? Non, mais un des intérêts du non-coté, du private equity, c'est précisément d'avoir non pas 100 ou 50 lignes, mais d'en avoir seulement 10, 20, 30, ça dépend, et se répartit sur un certain nombre de personnes, et donc que chaque personne soit capable de consacrer du temps à chacune des lignes pour pouvoir y apporter de la valeur. Donc, typiquement, on va aider les sociétés à grandir, à par exemple analyser des concurrents qui souhaitent racheter, à communiquer à l'extérieur, parce qu'il y a des choses auxquelles dont on a plus l'habitude, parce que c'est plus notre quotidien que elles. Donc, tout ce support d'un actionnaire actif, c'est une des marques du private equity. Pour un investisseur particulier, vous recommanderiez quel montant à investir en private equity, ou enfin à partir de quel niveau d'épargne le private equity commence à devenir une solution d'investissement intéressante? Le private equity se démocratise depuis quelques temps seulement. Et c'est assez intéressant puisque nous avons maintenant sous nos yeux des produits qui se développent et qui permettent de souscrire à des produits à partir de sommes de type 25, 30 000 euros, donc des sommes qui se comptent en dizaines de milliers d'euros. Je sais pas exactement combien, mais c'est de cet ordre-là à peu près. Et ça, c'est nouveau. C'est assez intéressant. Il y a même des cas vraiment de vente au détail sur quelques milliers d'euros, des solutions qui se présentent aujourd'hui. Donc, je recommande à ceux qui voudraient investir des sommes de cette nature-là de regarder le private equity comme étant une voie de diversification intéressante, en plus d'investissements qu'ils peuvent avoir par ailleurs dans l'immobilier, par exemple, ou dans des actions cotées. Si les gens ont des sommes plus importantes à mettre, alors on arrive dans ce qu'on appelle les fonds professionnels. Et là, il y a une limite qui est d'ordre légal, tout simplement, qui est de 100 000 euros. 100 000 euros par fonds. Donc là, on a affaire tout de même à des investisseurs avertis sur des sommes importantes. Mais ce qui est intéressant
au moment même où on se parle, on va dire depuis 2 ans à peu près, et dans les trimestres qui viennent, c'est précisément l'accès au grand public avec des fonds, des natures de fonds dont on sera amené à parler, je pense, dès l'année prochaine, 2024. On vous parlera sans doute de fonds LTIF 2, voulus par le gouvernement, et qui permettent de démocratiser le private equity. On en reparlera, je pense, dans un avenir très proche. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions sur le private equity, n'hésitez pas, j'y répondrai en commentaire. J'aurai peut-être d'autres vidéos là-dessus prochainement, donc abonnez-vous et à une prochaine fois.